Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. On va passer l'actualité de la semaine en revue pendant 1 heure d'émission. Et au menu, il y aura de la politique, il y aura de la démocratie, du TIC, du tact et du TOC, et de l'insécurité aussi, et même du métro. Alors pour en parler, 2 personnalités politiques bruxelloises, des jeunes hommes et femmes politiques bruxelloises, et 2 experts. Zenzen Zveni, journaliste Capital à la Capitale, bienvenue et bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Yves Kengen, que j'ai dénommé depuis longtemps journaliste punk. C'est ça, oui, j'assume. Voilà, et qui écrit depuis pas mal de temps dans entreleslignes.be. Exactement. Alors, dans de nombreux pays qui nous entourent, la tension est très très forte entre la rue, le Parlement, le gouvernement, les médias, les juges. En France, par exemple, la réforme des retraites est passée malgré une forte opposition populaire et syndicale. Et la violence monte, à la fois du côté de la police et du côté de certains manifestants. En Israël, c'est l'état de droit qui est en jeu entre un gouvernement majoritaire, mais peut-être plus pour longtemps, et une population qui ne veut pas d'un État illibéral et théocratique. Lundi soir, des personnalités étaient rassemblées au Parlement européen pour demander de sauver la démocratie israélienne. À la tribune, voici la conclusion d'Anne Sinclair, ancienne présentatrice de télé. Ceux qui me connaissent savent que je suis une irréductible admiratrice de Pierre Mendès France. Et j'aime à citer cette phrase de lui qui est très belle et juste. La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de science civique, de respect de l'adversaire. En un mot, c'est un code moral. Merci. Alors voilà, une belle citation de Pierre Mendès France. Alors Zenzen Zveni, cette problématique de où se trouve le pouvoir en démocratie, c'est une question qu'on se pose tous les jours, ça. Oui, et je pense qu'elle est fortement mise à mal ces derniers temps, notamment avec les diverses crises. Il y a eu la crise sanitaire, la crise en Ukraine, la crise énergétique. Donc on sent une tension du côté des citoyens qui veulent être entendus et qui sont un peu tiraillés de partout au niveau privé. Et quand il y a des décisions politiques qui sont prises sans avoir l'impression d'avoir été au moins pris en compte, c'est très compliqué. Et puis au Parlement, on voit aussi les députés qui, parfois, ça se transforme un peu en joute de bac à sable. Le gouvernement qui prend des décisions malgré l'avis, en tout cas, qu'on entend fort de la population. Donc, tout ça, à mon avis, la démocratie est certainement mise à mal et va, à mon avis, devoir être redéfinie. Réinventée. Voilà. Ouais. Alors, Yves Kengen, de votre côté, qui a raison en termes de démocratie? Est-ce que c'est la rue ou est-ce que ce sont les représentants élus? Normalement, ça devrait être les représentants élus, puisque le peuple les a désignés. Alors bon, on peut remettre en cause le système de la particratie, etc. et dire qu'on n'a pas vraiment choisi les personnes qu'on nous propose aux élections. Mais je pense que c'est effectivement le travail des élus de la nation, des élus du peuple, d'exercer le pouvoir. Mais comme l'a très bien dit Anne Sinclair, ça doit se faire autour d'un code moral qui, pour le moment, est souvent battu en brèche et même foulé aux pieds. Je ne vais pas rappeler tous les exemples, mais il y en a à tout bout de champ. Il y en a eu ici à Bruxelles avec Marc Tarabella. On a eu... Enfin bon, je ne vais pas vous faire... je crois qu'au niveau du code... qui est un code d'honneur quelque part, on a beaucoup à apprendre du comportement des politiques dans les pays scandinaves, hein, où là, vraiment, la question de l'éthique est primordiale et on peut voir un Premier ministre déboulonné pour avoir acheté une barre de chocolat avec sa carte professionnelle. Oui, on démissionne pour des notes de frais, voilà. Oui.
Alors, à présent, on va accueillir nos deux invités pour voir un peu leur avis là-dessus. Tous les deux sont donc jeunes et bruxellois, l'une depuis un certain temps, d'Anderlecht à Bruxelles, l'autre vient de débarquer de Charleroi à Bruxelles, mais nous ne sommes pas sectaires ici à BX1, donc il est le bienvenu. Tous les deux devraient se retrouver sur des listes régionales et communales, pas sur les mêmes listes, pas dans les mêmes partis, puisque l'une est OMR et l'autre est chez les engagés qu'ils entrent. Alors on accueille Laura Hidalgo, qui est présidente nationale des jeunes et maires, et qui est aussi, en toute transparence, administratrice à BX1 et trésorière de la SBL. Oui. Donc comme ça, mais on ne parlera pas de ça, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il vaut mieux être transparent. Bienvenue. Et à vos côtés, Ismaël Nouino, président de la Génération Engagée. C'est assez récent, Ismaël, qu'on vous voit à Bruxelles. Vous êtes intervenu dans Bonjour Bruxelles cette semaine, première sortie politique. Et donc, vous représentez les engagés. Il y a une première impression de Bruxelles, tiens, puisque vous êtes là. Donc, une première impression de Bruxelles. J'étudie à Bruxelles, ouais. Donc ça fait déjà 2 ans que j'y vis. Je n'ai pas décidé de débarquer à Bruxelles comme ça, donc j'avais déjà bien découvert Bruxelles avant. Une première impression, ou en tout cas mon avis sur Bruxelles, c'est que c'est une région qui a plein de potentiel, sincèrement, qui est super intéressant parce qu'elle est très cosmopolite, on y découvre plein de choses. Moi, j'adore me promener, donc marcher. Et quand on marche dans Bruxelles, sincèrement, on y découvre plein de belles choses. Et en même temps, c'est une région qui a plein de challenges. Et donc, c'est ça aussi qui me plaît. Moi, j'aime bien la ville. Ça, c'était déjà le cas à Charleroi quand j'y étais avant. Bruxelles, c'est une très belle ville aussi et qui a plein de challenges. Donc, franchement, j'ai hâte d'y travailler. Et vous, Laura, vous êtes passée d'Anderlecht à Bruxelles, à la ville de Bruxelles, exactement. Pourquoi ? Tout simplement, suite au Covid. Il y a un très bon club de foot, Anderlecht. Bien sûr, et je soutiens Anderlecht. Je suis une Anderlechtoise, donc née Anderlecht, mais c'est tout simplement suite au Covid, avec un déménagement, j'ai suivi ma maman. Et ça a été un coup de cœur en fait, du quartier dans le Pentagone. Donc maintenant, on souffre du plan Good Move, que ça, je mets entre parenthèses. Et donc voilà, j'ai voulu aussi, à côté, avec mon travail d'avant d'assistante parlementaire, où j'étais assistante de Geoffroy Commons de Brachen, où j'ai pu en fait découvrir la ville de Bruxelles. Et c'est un peu comme Ismaël, c'est vraiment un coup de cœur de voir notre ville de Bruxelles aussi magnifique et qui a beaucoup de challenges à relever. Ça, c'était pour un peu introduire. On commençait par une question facile. Bon, maintenant, la politique et la démocratie. Comment vous voyez, je vais commencer par Ismaël, puisque vous avez 22 ans, vous avez toute la vie devant vous. Comment vous voyez la démocratie évoluer ? Parce qu'on voit déjà de la participation citoyenne et tout ça. Comment ça va évoluer ? Comment vous voyez les choses dans 20 ans, par exemple ? Alors, je pense que c'est une question qui est vraiment compliquée de dire ça comme ça. Je ne vais pas développer un manifeste politique ici en disant ça, c'est ma vision de la démocratie dans 20 ans. Mais je pense que, inévitablement, un fait qu'on doit prendre, c'est qu'elle évolue et qu'elle évolue avec les outils de son temps. On en parlera peut-être plus tard, mais avec les réseaux sociaux, par exemple, qui sont devenus un vrai forum démocratique. Et donc ça, on va devoir le prendre en compte. On parle aussi beaucoup, à Bruxelles en particulier, d'assemblées délibératives, de commissions mixtes avec des citoyens, etc. Personnellement, j'en suis pas excessivement fan, dans le sens où je pense que c'est super important de consulter les citoyens, de le faire bien. Et j'avais une prof de droit constitutionnel qui disait c'est important la consultation, mais elle est pire si on ne la suit pas après. Et donc, c'est un point vraiment important, c'est qu'il faut qu'on sache ce pourquoi on veut consulter les gens, mais qu'à un moment, et je pense que c'est un des grands points sur lesquels la Belgique doit évoluer, la responsabilité des décideurs politiques, elle doit exister. On ne peut pas toujours se cacher derrière le fait de dire les citoyens décideront, les citoyens, on va leur donner. Il y a un sujet touchy sur lequel on n'arrive pas à se décider, on va donner ça aux citoyens et puis on verra. Je pense qu'il faut à un moment que les responsables politiques soient responsables et aillent contre l'avis de la population. Pas forcément en allant contre l'avis, mais je veux dire quand ils sont élus sur un programme et donc ils doivent pouvoir à un moment appliquer leur programme. Je dis pas qu'ils doivent aller contre l'avis, mais par exemple quand on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui disent rien ne fonctionne, on a une lasagne institutionnelle, ça ne marche pas. Je pense une des grandes causes, c'est que les ministres, les échevins, les responsables ne sont plus responsables. Aujourd'hui, si on dit ça n'a pas marché, n'importe quel responsable politique peut dire c'est parce que mon ministre qui a la même compétence dans l'autre région ne l'a pas fait, c'est parce que lui n'a pas voulu faire ça. Donc aujourd'hui, il faut que les gens puissent redevenir responsables et si ça merde, dire ça a merdé et c'est de ma faute. Alors, Laura Hidalgo, je voyais à votre visage, vous n'avez pas l'air d'accord. Mais ce n'est pas d'accord sur l'analyse. Je pense qu'il y a une fatigue en fait, des citoyens sur l'institution. Et chaque fois que je suis en plateau et qu'on parle de l'institutionnel, je dis bien il faut une 7e réforme de l'État parce qu'en fait, ce n'est pas simple. On a une lasagne institutionnelle énorme. Aujourd'hui,
aujourd'hui, rien que pour le climat, on a 4 ministres. Pour moi, le climat, ça ne s'arrête pas à une frontière d'une région ou même d'une province ou même d'une commune. À un moment donné, il faut aller de l'avant et j'espère qu'en 2024, les citoyens voteront des partis qui ont une vision rassemblée de la Belgique. J'entends aussi au niveau de la consultation citoyenne, c'est vrai, au niveau du mouvement réformateur, mais même des Jeunes et Mères, nous, on est pour la consultation citoyenne, mais qu'elle soit bien faite. Et à Bruxelles, elle était bien faite ? À Bruxelles, le problème, en fait, c'est que... moi, j'ai été à des consultations citoyennes au niveau du Parlement bruxellois. Ça coûte 150 000 € environ la séance, parce qu'il faut les jetons de présence pour les personnes qui se déplacent quand même, plus les activités, plus la traduction aussi. Et ça, on oublie très souvent la traduction des textes, parce qu'il faut en français et en néerlandais. Ça coûte énormément à la société. Donc, en fait, finalement, on arrive quoi ? À 700 000, 1 million d'euros. Je pense qu'à un moment donné, les citoyens, tout ce qu'ils ont besoin, c'est de l'information, c'est de savoir qui est compétent dans quoi exactement, avant de faire des consultations citoyennes où à la fin, en fait, on voit le politique qui est là avec 15 personnes et puis 40 citoyens. Et donc, on sent que le débat, quand même, est inégalitaire parce qu'on ne va pas se le cacher. Un politique a beaucoup d'informations sur les thématiques et un citoyen, parfois, par exemple, la 5G, il faut écouter les experts, etc. Donc, moi, pour ma part, je trouve qu'on devrait aller plus dans le sens d'écouter des experts et aussi que les politiques écoutent les experts et des citoyens. Et attention aussi, les mesures populaires et populistes, il faut faire aussi attention. Bon, Ismaël, par rapport à ça, vous avez pu suivre les consultations citoyennes qui ont eu lieu au Parlement bruxellois ? Mais ce qui me faisait réagir, c'est le fait de dire qu'il faut qu'on puisse écouter les experts. Je suis éminemment d'accord avec le fait qu'on doit écouter les experts, mais je pense que... Et nous. Exactement. Mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est un phénomène qui s'est accentué pendant le Covid, parce que les experts ont pris une place super importante dans le débat public, et c'est important qu'on remette un petit peu d'objectivité dans les débats, qu'on puisse pas avoir tout le temps l'émotion qui prend le dessus. Mais à un moment, la politique, c'est de prendre des décisions. C'est de prendre des décisions qui ne sont pas forcément la rationalité pure et dure, c'est ça, et donc on ne va faire que ça. La politique, c'est donner une couleur à ce qu'on va faire, c'est donner un goût à ce qu'on va faire, et c'est prendre des décisions qui ne sont pas forcément toujours parfaitement objectives. Et les experts n'ont jamais le même avis. Donc je pense qu'on doit écouter les experts, mais que la décision ne doit pas revenir aux experts. C'est toujours le politique qui a été élu, parce qu'il a été élu et la démocratie, elle est importante pour ça. Et je pense qu'il faut plutôt qu'on retravaille à réenchanter la démocratie dans le sens où il faut que les gens aient envie d'aller voter. Aujourd'hui, c'est obligatoire, mais on sait déjà que les gens vont de moins en moins voter, c'est de moins en moins sanctionné aussi. Mais, mais si on peut être un peu concret, excusez-moi, parce que là, on parle peut-être de choses un peu conceptuelles, mais par exemple, Good Move, c'est un bon exemple. Ouais. En parlant des quartiers où c'est difficile, ne parlons pas là où ça se passe bien, mais là où c'est difficile, qui a raison dans ce cas-là, Laura Hidalgo ? Est-ce qu'il faut écouter les gens qui habitent dans le quartier et qui se plaignent, certaines personnes en plus, on ne sait même pas combien de personnes ils représentent, ou bien la ministre ou le bourgmestre qui veulent suivre une ligne qui a l'air d'être bénéfique pour le quartier et les habitants. Moi, ce qui me dérange dans le plan Good Move, c'est qu'en fait, on n'a pas écouté la population et la population la plus précaire. Parce que quand on voit les levées contre le plan Good Move, c'est où ? C'est à Anderlecht, c'est à Schaerbeek. C'est pas forcément. En fait, ce qu'il y a dans le plan Good Move et qu'on a réalisé par après, c'est pas que c'est le politique, genre il y a eu une bataille entre l'EMR et le PS au niveau de la vision. C'est vraiment les citoyens qui se sont soulevés et qui ont été aux différents conseils communaux pour aller dire non, ça suffit, arrêtez de mettre des pots de fleurs dans cette rue. Je suis en train de faire le tour. Avant, c'était 10 minutes, maintenant c'est 30 minutes pour faire le tour. Je pense qu'à un moment donné, il y a une vision d'écolo, parce que c'est le parti qui a vraiment poussé pour ce plan Good Move, qui est louable, je ne dis pas le contraire, mais à un moment, il faut adapter avec la situation de la population. Et ça, c'est très dangereux, et c'est en train de se passer maintenant. Par rapport à l'aspect concret, Ismaël, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place d'un échevin de majorité à Schaerbeek ou Anderlecht ? Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Première chose, Good Move, ou en tout cas le fait de développer la mobilité à Bruxelles de manière plus douce, c'est nécessaire. On vient d'un moment... Oui, non, mais donc je pense que c'est un préambule sur lequel on doit être d'accord. Là, vous avez l'air d'accord tous les deux. Mais soyons d'accord. Mais donc, je pars du principe que je suis un décideur, il faut que je sache si j'ai envie d'aller dans ce sens-là ou pas. Oui. Donc j'irai dans ce sens-là, je suis d'accord là-dessus. Il faut consulter, ça a été consulté, mais je pense que c'est là qu'il y a eu un problème. C'est dans la consultation, c'est ce que je disais juste avant, il n'y a rien de pire qu'une consultation qui débouche à quelque chose qui n'est pas le fruit de cette consultation. Donc cette consultation, elle devait être mieux faite, elle devait être plus longue, elle devait mieux prendre en compte tous les publics, comme ça a été dit, et là, avancer peut-être aussi de manière plus lente,
Parce que là, comme on l'a vu, du jour au lendemain, on a déposé des blocs de béton, on a déposé des trucs, on a dit vous pouvez plus passer. Donc il fallait aussi peut-être le faire de manière un peu plus phasée. Zenzen, c'est pas un peu facile de dire ça après que ça se soit passé? C'est Parce que personne n'en a c'est parlé toujours plus simple, ça c'est sûr. Personne n'en a parlé avant. Je pense qu'au niveau de Good Move, il y a non seulement... Parce que c'est vrai que sur le principe, tout le monde est d'accord. Il faut apaiser les quartiers, on veut de la sécurité, on veut pouvoir bien vivre. Après, c'est une question de timing, c'est une question de manière de faire. La consultation, elle n'a pas bien fonctionné. Alors, c'est très compliqué à faire, c'est tout à fait nouveau. Ça coûte cher. Mais aussi, est-ce qu'il fallait vraiment le faire maintenant, alors qu'on sort plus ou moins d'une crise sanitaire, que la crise ukrainienne s'est rajoutée, et puis après la crise mais demain, énergétique. il y aura peut-être d'autres crises. Hein. Donc, à un moment, il faut pouvoir se dire, OK, est-ce qu'on met tout du jour au lendemain? Voilà, sans... Il y a eu de l'information, ça c'est vrai. Mais il faut savoir que les citoyens, parfois, ils connaissent que leur rue et ils ne se rendent peut-être pas compte qu'ils vont passer par cette rue-là qui va changer de sens. Donc, il faut parfois les du moyens concret, de communication qu'on utilise sont peut-être pas les bons moyens pour toucher certains publics. Hein. Absolument. Yves Kenguel. Oui, mais je suis d'accord avec Ismaël pour dire que ce plan Good Move a été appliqué à la hussarde. Et je ne suis pas sûr que ça figurait dans le programme électoral de ceux qui étaient... ça avait été décidé par le précédent gouvernement régional déjà, donc c'était connu. Hein. Ah oui, d'accord. Mais peut-être pas dans le détail auprès de la population. Je pense que l'essentiel de la population a été très surpris, et moi-même j'ai été très surpris. Je me suis trouvé dans des situations vraiment inextricables. Et je voulais ajouter encore qu'au niveau de la consultation, et je pense que j'ai déjà dit ça ici, il ne suffit pas de consulter les riverains. On est dans une ville, et dans une ville, tout le monde doit être plus ou moins solidaire. Il y a des commerces, il y a des entreprises, il y a des gens qui passent, qui utilisent la voie publique, parce que c'est la voie publique, n'est-ce pas? C'est pas une voie privée des habitants de la rue. Et ça, je crois que ça n'a pas été fait. Alors, autre danger pour la démocratie, c'est le recours parfois obsessionnel aux réseaux sociaux. Certains partis dépensent des fortunes en publicité sur les réseaux, d'autres favorisent les réseaux pour des prises de position politiques. Cela crée même parfois des situations paradoxales. On interdit TikTok partout dans le secteur public, et cette semaine, c'était autour des agents communaux, mais en même temps, on utilise TikTok pour faire sa pub. Reportage, Jim Moscovitch et Yannick Van Gensbeek. Scroller de vidéo en vidéo sur TikTok durant sa pause, c'est désormais fini dans la fonction publique. Après l'Europe, le fédéral et la région, c'est au tour des communes de se voir recommander d'interdire l'utilisation de TikTok sur les appareils de fonction. Quand vous tapez dessus TikTok, vous voyez que l'application n'est plus dessus. Donc c'est mon téléphone professionnel. Et vous voyez que sur mon téléphone professionnel, l'application TikTok a été supprimée. Quand on est un bourgmestre, difficile d'imaginer de se priver de ses 20 000 abonnés. Cela tombe bien, il n'y a aucune obligation de se désinscrire. Je me suis dit ne pas le supprimer, mais par contre, avoir un téléphone qui est à part, un téléphone sur lequel il n'y a aucune donnée professionnelle, sur lequel il n'y a que l'application TikTok. On n'interdit pas d'utiliser TikTok, mais il faut le faire sur un appareil qui n'est pas en lien avec le réseau sur lequel sont gérées les données publiques. L'application chinoise est visée pour ses failles de sécurité. TikTok est accusé d'espionnage des données des utilisateurs. Un paradoxe, ces accusations graves n'empêchent ni les services publics, ni les politiques de continuer d'utiliser ce réseau social. TikTok reste un vecteur de communication important qui est lu par beaucoup de gens. Vous pensez, mais tous les annonceurs, qu'ils soient publics ou privés, utilisent ce réseau. Mais chacun doit le faire de manière raisonnée, raisonnable et sécurisée. Alors je ne sais pas s'il faut en avoir peur, puisque moi je n'ai pas toutes les données que le Conseil national de sécurité peut avoir. La seule chose que je peux dire, c'est quel que soit le réseau, faites attention à ce que vous communiquez, faites attention aux vidéos que vous diffusez, parce que de manière générale, vos données sont utilisées, que ce soit sur TikTok ou sur un autre réseau social. Donc, agissez avec prudence. La recommandation d'interdiction sera réévaluée dans 6 mois. Pas sûr que cela concerne de nombreux travailleurs. Toutes les études démontrent que l'application chinoise est principalement utilisée par les 18-24 ans.
Alors Laura Hidalgo, vous utilisez TikTok? Oui, j'utilise TikTok, mais pas Et non Ismaël plus. aussi Bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que vous agissez avec prudence, comme le demande Ridwan Chahid? Moi, j'agis avec prudence dans tous les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai une conscientisation, c'est que, par exemple, j'ai des antivirus sur mon GSM, j'essaye d'avoir un gestionnaire de mots de passe, j'essaye aussi de délocaliser ma localisation. Donc c'est vrai que ça, il faudrait peut-être de l'éducation. C'est pour se défendre oui, dans voilà. le cas de TikTok, par exemple, ou d'autres personnes qui voudraient prendre vos données. Mais dans l'utilisation en tant que telle. Je l'utilise, moi j'aime bien ce réseau de voir des vidéos, etc. Donc je m'en cache pas absolument, donc voilà. Et est-ce que vous vous basez par exemple sur la stratégie des réseaux sociaux de votre président, par exemple, qui lui est très présent sur les réseaux sociaux? Oui, il est présent dans les réseaux, et nous aussi. Moi est-ce que c'est un modèle pour vous? Un modèle, oui, c'est un modèle, parce que je trouve que sa communication est bonne, et parce qu'on doit passer par les réseaux sociaux pour toucher les citoyens aujourd'hui. On est hyper connectés à l'heure d'aujourd'hui, et la presse le sait très bien. Donc oui, c'est un modèle, il y a plusieurs modèles sur les réseaux sociaux. Et vous, Ismaël, vous utilisez comment ces réseaux sociaux? Alors, évidemment que j'utilise TikTok. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas non plus commencer à se dire non, je ne vais plus toucher TikTok. Enfin, j'ai 22 ans, aujourd'hui, TikTok, c'est un peu devenu, c'est pas une drogue, en tout cas, je m'en sers beaucoup. C'est le premier réseau social pour vous? Non. C'est le plus important? Non, c'est pas le plus important. Je dirais encore, aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt Instagram. Mais honnêtement, allez, moi, sur mon utilisation des réseaux sociaux en politique, moi, j'ai commencé à faire de la politique avant de faire partie d'un parti. En faisant des vidéos que je publiais sur mon Facebook. Donc la première vidéo que j'ai faite, c'était avant les élections communales, c'est qu'est-ce que c'est qu'une commune? Parce que en fait, c'est ma manière à moi de comprendre les choses et de me dire, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui expliquent comment ça marche. Et donc j'ai fait une vidéo, bon, elle a maintenant un peu vieilli, donc c'est un fait, mais j'ai toujours communiqué comme ça, et je le fais toujours en faisant des vidéos. J'ai plus tendance... Donc c'est naturel. Oui, au lieu de faire un grand texte sur Facebook, je vais faire une petite vidéo d'1 minute qui essaye d'expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut le mieux communiquer avec des gens qui ont mon âge. Mais attention, il y a une différence entre faire ça de manière pédagogue, expliquer ce qui se passe, et faire du populisme, et venir taper sur l'un, taper sur l'autre, ou faire des danses sur TikTok. Ça, c'est encore différent. Donc, je pense qu'il y a vraiment des grandes différences sur l'utilisation, et sur TikTok, soyons un petit peu... Moi, je pense qu'il faut reprendre un peu de hauteur sur ce débat. Il y a un vrai problème sécuritaire sur les données qu'on utilise. Donc ça, il faut que tous les gens qui ont des données sensibles, y fassent attention. Ici, quand même, l'intervention du ministre bruxellois qui dit faut que ce soit pas sur, on peut s'en servir, mais pas sur un réseau qui a accès aux données. Ça veut dire en fait qu'on peut pas être connecté à son propre Wi-Fi si on a un autre objet qui est connecté. Donc, sincèrement, la mise en pratique est excessivement complexe. À mon avis, non, mais c'est pas compris ça. Mais donc, lui n'a pas compris non plus, je crois. Mais donc, ce qui est important, par contre, c'est qu'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que l'Europe se positionne par rapport à ça. Parce qu'on a peur de la Chine, qui d'un côté véhicule des valeurs qui ne sont absolument pas les nôtres, mais sans les mettre sur un même pied d'égalité, pas du tout. On se pose aussi parfois des questions sur les États-Unis. Et donc, on a deux géants qui produisent leurs grandes entreprises qui arrivent bien, et l'Europe n'y arrive pas. Force est de constater que ces dernières années, l'Europe est incapable de produire ça. Donc moi, au lieu de dire il faut absolument bannir TikTok, j'ai pas envie de me battre pour ça. J'ai envie de me battre pour que l'Europe, elle puisse avoir des grandes entreprises qui, elles, véhiculent ces valeurs. On a quand même le RGPD grâce à l'Europe. Hein. Oui, le RGPD, donc de la régulation. C'est quand même énorme. Oui, non, mais de la régulation, pas de l'innovation. C'est vrai qu'on n'a pas de grande entreprise qui arrive à être au niveau des GAFAM, effectivement. Laura Hidalgo, vous vouliez encore ajouter quelque chose? Je voulais dire attention aussi au sponsoring de certains partis, parce que moi, j'ai regardé un petit peu cette semaine, mais je peux faire les chiffres, hein, mais les engagés, c'est 2150 €, Écolo, c'est 1708, PTB, c'est 1288, MR, c'est 530, je pense, ou 580, PS, moins de 300. Donc, à un moment, c'est aussi, on va dire, aux décideurs de faire attention à qu'est-ce qu'ils vont sponsoriser aussi. Je pense que c'est quoi, en fait, c'est les sponsors des réseaux sociaux. Donc voilà, donc je dis juste qu'en une semaine... C'est les versions sponsorisées. Oui, parce que ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Oui, mais là c'est sur une semaine. Une semaine, oui. Ah d'accord, ok, très bien. Sur une semaine. Et vous ne mettez pas le Vlaams-Belang, qui sont très consommateurs, la NVA... Et vous ne mettez pas qu'OMR, c'est plutôt la page de Georges-Louis Boucher qui est sponsorisée plutôt que celle du... Moi je mets les partis surtout. Je mets les partis parce que c'est aussi la représentation. Là on ne parle pas de personnes, on parle de partis. De toute façon, là, tous les partis font de la publicité sur les réseaux sociaux. On est obligé aujourd'hui. Parfois beaucoup, parfois moins, mais... On est obligé aujourd'hui. C'est la meilleure manière pour communiquer aujourd'hui sur nos idées, mais bon... Si je peux donner un micro-élément, donc effectivement, tous les partis sponsorisent, pas aux mêmes échelles évidemment, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, mais surtout, 1 € pour un parti centriste ne vaut pas 1 € pour un parti extrême. Parce qu'aujourd'hui, l'algorithme, il est prouvé par des études que l'algorithme de Facebook va plus valoriser un message qui est clivant, qui est extrême, et donc l'investissement sera
moins cher pour un parti extrême. Et donc là, il y a aussi un problème d'équité pour les partis et donc de démocratie de manière plus Il générale. faut devenir extrême, d'extrême centre, Non. par exemple. Moi, la question que je me pose, c'est alors effectivement, les réseaux sociaux sont un bon moyen de communiquer auprès des jeunes. Ce sont les jeunes qui vont voter, probablement qui vont peut-être voter pour vous plus tard. Mais ce que je me demande surtout, c'est quels sont en fait les résultats d'avoir communiqué aussi souvent sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Parce que vous n'êtes pas les seuls, il y a des milliers et des milliers de personnes qui se noient et qui se mélangent aux messages politiques. Et donc, comment est-ce qu'on peut se dire il faut continuer et à telle fréquence? Réponse courte. Laura Hidalgo. Moi, c'est au niveau de la réaction de la population et aussi aux messages qu'on reçoit, en fait, les questions qu'on reçoit surtout. Et moi, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de passer au-dessus des médias traditionnels qui permettaient moins de faire émerger des jeunes. Et donc, ça permet aujourd'hui, quand on est sur Insta, d'avoir 3-4 000 personnes qui vous suivent et effectivement une interaction plus... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Ouais, exactement. Aujourd'hui, vous pourrez évidemment faire suivre mais parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être invité, mais quand on est jeune, on est moins invité sur des grands médias. Vous avez raison. Yves Kengen, pour conclure là-dessus. Je crois que le problème qui est soulevé est notamment celui de l'omniprésence des politiques dans le débat sociétal. Et je pense qu'on ne peut pas limiter la démocratie aux partis politiques, parce que ce sont des tendances qui représentent effectivement un certain nombre d'idées qui cristallisent sur des valeurs, c'est vrai, mais dans nos démocraties, il y a un contre-pouvoir qui est le pouvoir associatif. Et je trouve que les associations qui sont là justement pour faire le contre-pied avec les politiques qui, eux, suivent une voie qui n'est pas nécessairement une voie qui concerne l'ensemble des citoyens. Et donc je crois qu'il faudrait donner plus de place aux associations. Évidemment, elles ne disposent pas des moyens financiers des partis politiques, et ça c'est vraiment problématique. Parce que ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre les différentes strates de la société quant à leur présence. Et pour conclure, le fait de bypasser les médias classiques, je vais dire, c'est également problématique parce qu'il n'y a plus aucun filtre. Et tout le monde peut raconter n'importe quoi, et moi-même, qui ne suis pas suspect de sympathie Vlaams-Belang, je reçois des pubs Vlaams-Belang NVA. Donc, vous pourriez les recevoir dans la boîte aux lettres aussi, hein, ça ne change rien. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les lire. Hein. Non, je suis d'accord, mais voilà, pour le grand public n'est pas tellement averti, il y a peu de formation aux médias dans les écoles. Ça, je suis d'accord. Et donc il y a vraiment des déséquilibre. C'est dans le pacte d'excellence maintenant, donc tout va s'arranger. Tête d'affiche, je vous propose une galerie de portraits de personnalités à tous les deux qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui qui vous inspire en bien ou en mal, et on commence par vous, Laura Hidalgo. Tout d'abord, Mimi Ullens de Schoten, la baronne assassinée par son beau-fils, c'était dans le Brabant wallon. Carole Gerhards, le coach de l'Union, qui a reçu le trophée Goethals. Marcel Sell, qui a gagné en appel contre Michel Collomb. Sell l'avait qualifié d'antisémite. Ou Patrick Bruel, qui était en visite cette semaine dans une école de Molenbeek. Alors, qui choisissez-vous? Mimi, Karel, Marcel ou Patrick? C'est difficile parce qu'ils ont tous des histoires différentes. Ah mais oui, mais il faut en choisir un ou une. Patrick Bruel, quand même, parce que le fait qu'il soit venu à l'Athénée Royal, si je ne me trompe pas, de Kuckelberg. Oui, c'est ça. C'est quand même quelque chose. Et moi, j'aime bien Patrick Bruel. Donc voilà, c'est un peu positif, on va dire, dans l'actualité. Donc soulignons ça cette semaine. Il est venu pour leur apprendre à jouer au poker? Non, ni le poker, ni le massage. Il est venu pour parler de cyberharcèlement à l'école, parce qu'il a écrit 2 chansons là-dessus. Alors, Ismaël Nuino, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Wout van Aert, généreux leader qui offre gant Wevelgem à son coéquipier. Le pape François, qui était hospitalisé cette semaine. Isabelle Haché, qui est la nouvelle rectrice de Saint-Louis à partir de septembre. Ou alors, Christophe Magdalens, plus très défi, mais qui lance son propre mouvement à Auderghem. Alors, qui choisissez-vous? Je vous ai gâté. Hein. Oui. Wout, le pape, Isabelle ou Christophe? Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de politique, justement, et de choisir la nouvelle rectrice de Saint-Louis. Oui. Parce que d'abord, c'est la première femme qui est rectrice à Saint-Louis, et je pense que c'est un symbole, c'est super important.
c'est aussi quelqu'un qui est très engagé pour l'inclusion et le handicap. Et ça, je pense que c'est une thématique qui m'intéresse et qui me semble excessivement importante. Moi, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Céline Frémaux, qui est très, très engagée dans ces domaines-là. Et elle m'a pas mal sensibilisé à ça, et donc je pense que c'est important. Puis c'est une juriste constitutionnaliste reconnue. Oui, et donc sur la même ligne qu'elle. Oui, en tout cas dans ce qu'elle dit sur le fait que l'inclusivité et l'inclusion va être une de ses lignes directrices à l'université, ça je pense que je peux y souscrire. Et en plus, on peut dire elle est rectrice, mais elle sera aussi la première vice-rectrice. Parce qu'une fois que la maintenant fusion aura lieu l'UCL, avec l'UCL Louvain, elle ne sera plus rectrice, elle sera vice-rectrice. Je vous propose 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou laquelle vous a énervé. Tout d'abord, la foire du livre qui est de retour à Tour et Taxi jusque dimanche soir. Le nouveau rapport du GIEC qui a été publié, la vente remise aux métropoles suite à l'intervention de Pascal Smet, l'expo de Friends Experience qui a débarqué au Palais 4, ou la grande distribution sous tension en toute franchise. Alors, que choisissez-vous? Mais c'est vous, Ismaël, qui commencez. Vous en choisissez une ligne qui vous a particulièrement touché. Qu'est-ce qui me ravit? Ce qui me ravit, c'est le retour de la foire du livre. Je dirais plutôt... par jeu d'exclusion, parce que donc, je ne suis pas un énorme fan. Honnêtement, c'est une de mes... Vous ne lisez pas, vous faites des vidéos. Non, mais j'aime bien lire, mais j'ai un peu de mal à m'y mettre. Et donc, quand je lis, je vais lire un livre d'un coup, mais j'ai du mal à mettre le pied à l'étrier. Donc, mais par contre, quand j'étais à l'école, en fait, on allait à la foire du livre avec l'école. Et c'est quand même de chouettes souvenirs. Et donc, c'est toujours chouette, je trouve. Les livres, c'est un vrai truc, je trouve, culturel qu'on a. Et c'est vrai que le Covid nous avait un peu empêché d'avoir cette foire du livre. Et vous, Laura Hidalgo, qu'est-ce que vous choisissez parmi... Et on ne peut pas choisir ce que Ismaël... Ah, ok. Non, ah là là. Mais, ce qui me ravit dans ça, l'expo de Friends qui débarque au Palais 4, si je ne me trompe pas. Donc ça amène aussi des jeunes et des moins jeunes à revivre la série, donc, qui est quand même mythique. Donc moi, ça me ravit quand il y a des expos pareils à Bruxelles, parce que ça met aussi de la visibilité sur notre ville, région, et moi j'adore ce genre d'exposition. Il se fait que Zenzen Sveni et moi, nous avons vu cette exposition. Et alors, Zenzen. Je pense que les fans seront enchantés de pouvoir prendre des photos dans les décors, dans l'appartement de Joey Chandler ou bien de Monica et Rachel. Après, voilà, ça a un certain coût à voir, à tester. C'est vrai que pour les selfies, c'est parfait. Alors voilà, pour les fans, c'est merveilleux, c'est un moment fantastique. Voilà, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce que Zenzen a dit. Yves Kengel, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je trouve étonnant qu'aucun de nos jeunes ici à table n'ait choisi le rapport du GIEC, qui est... Je pensais que les jeunes étaient beaucoup plus... engagés en faveur du climat, et un nouveau rapport du GIEC qui met un peu l'église au milieu du village, c'est quelque chose d'hyper important et il faut insister là-dessus tant que c'est possible. Laura Hidalgo, vous disiez que ça vous énervait. Moi, je disais que ça m'énervait plus que ça me faisait... Enfin, je ne sais pas c'est quel autre terme. C'est ravi. Ça ravit, voilà. C'était juste parce que j'attendais la deuxième partie, mais bien évidemment... Non, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. C'est pas les choisir. Mais c'est clair que le rapport du GIEC est alarmant, vraiment. Hein. Donc ça, on ne pourra pas le nier. Et justement, c'est des experts qui le disent. Et là, il faut vraiment prendre un tournant. Oui, il faut les écouter. Oui, moi j'avoue qu'en fait j'ai beaucoup pensé aussi, mais je trouve que, et c'est peut-être parce que je suis un centriste, j'ai eu du mal à le rentrer dans la dualité de ça me ravit ou ça m'énerve. C'est-à-dire que ça ne me ravit pas qu'il faille encore un nouveau rapport du GIEC et que le GIEC doive encore retaper sur le clou pour qu'on essaye d'entendre quelque chose qui puisse avancer pour une fois. Et en même temps, ça ne m'énerve pas qu'il y ait un nouveau rapport du GIEC, j'en suis très heureux. Donc en fait, juste je ne le voyais pas, mais il est certain que le nouveau rapport du GIEC est excessivement important, qu'il faut le prendre avec la plus grande attention. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai presque envie de dire, on continue à se battre, mais qu'on est un peu blasé des rapports du GIEC. Chaque fois qu'ils sortent, ils disent la même chose. Mais c'est tragique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 22 ans, avant je ne pouvais pas du tout peser. Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment peser. Tout ce que je peux faire, c'est les engagés ont sorti un grand plan climat qui va dans le sens de ce rapport du GIEC. Donc si ça vous intéresse, allez le consulter simplement. Je ne vous dis pas que c'est le meilleur, allez le consulter. On a sorti un grand plan climat qu'on a pris des mois à développer, qui est pragmatique, qui est crédible. C'est pas des incantations, c'est pas en disant on va arrêter la voiture. Mais donc je pense que... Vous faites bien votre pub, hein, Ismaël. Pardon ? Vous faites bien votre pub. Hein. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, vous pouvez passer en télé. Alors, au quartier nord, les habitants et les commerçants continuent de se plaindre. Ils se plaignent de l'insécurité du quartier. Maëlle Arnaud Dussen et Louis Bourlard sont allés sur place pour justement leur donner la parole.
Doris habite le quartier depuis une dizaine d'années. Elle y exerce son activité de travailleuse du sexe depuis encore plus longtemps. Bagarres, trafic de drogue, insécurité sont devenus le quotidien du quartier selon elle. On a la peur dans le ventre à chaque moment qu'on ouvre notre porte, à chaque moment qu'on la ferme. Et encore quand notre porte est fermée, il y a des gens dans notre couloir qui se droguent et qui nous insultent. Constat partagé par ce commerçant de la rue de Brabant, à tel point que les clients sont de plus en plus réticents à venir dans le quartier. Les clients, ils ont peur aussi de venir rue de Brabant. Sûrement les clients qui ne connaissent pas un peu ici rue de Brabant avec le problème et tout ça, ils viennent. Les clients qui attendent le problème, ils ne viennent jamais, c'est fini. Je ne sais pas comment on va faire, donc je ne sais pas si ça continue comme ça, peut-être moi je vais arrêter le commerce. Les riverains et commerçants respectent le travail des policiers, mais selon eux, les moyens loués ne seraient pas suffisants. Nous demandons à ce qu'on nous délivre de nouveaux moyens humains, c'est-à-dire la réserve nationale, ça peut venir d'autres régions et d'autres communes. Nous demandons également la création d'un call center 24 heures sur 24, spécifique au commissariat 5, de telle manière que quand il y a une agression, en temps réel et rapidement, on ait des interventions. Et nous demandons bien entendu qu'on réaffecte dans le quartier jusqu'à ce qu'on ait éradiqué cette criminalité des brigades canines. La zone de police Bruxelles-Nord reconnaît que le quartier rencontre différentes problématiques, mais détaille aussi fournir plus d'effectifs. Nous avons ici depuis plusieurs mois des équipes de patrouille supplémentaires, tant le service normal que les unités spécialisées, donc ça va être nos services de brigade canine ou nos unités spécialisées. Donc nous investissons et nous continuerons à investir. Nous avons le soutien de nos autorités communales et nationales à ce niveau-là. La commune de Saint-Josse dit soutenir la mobilisation des habitants du quartier Nord. Elle explique interpeller les autorités fédérales pour y renforcer la sécurité. Si quelques avancées ont été obtenues, l'entité estime que ce n'est pas suffisant. Zeni, vous étiez sur place à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment l'avis de tous les gens qui habitent dans ce quartier-là ? Oui, alors c'est les commerçants, les riverains sont unanimes. Ça ne va plus. Ça fait longtemps que ça ne va plus. Et là, les tensions sont vraiment exacerbées. Certainement, ce qui a mis en lumière la situation au quartier Nord, c'est la mort du policier Thomas Monjoie, qui a mis un gros coup de projecteur. Alors après, la gare du Nord est présente dans ce quartier. On a de la précarité, on a des demandeurs d'asile, il y a une surpopulation, il y a un trafic de drogue qui s'est installé. Donc tous les éléments en fait sont réunis pour en faire un quartier et une situation extrêmement complexe à gérer. Complexe non seulement parce que c'est la commune, mais c'est aussi la région et c'est le fédéral et chacun se renvoie un peu la balle parce que faute de moyens, il n'y a pas assez de moyens pour la police, pour la justice. Donc on est un peu dans une quadrature de cercle qui est un peu impossible à résoudre. Est-ce qu'on n'a pas un problème dans ces quartiers autour des gares ? Parce que quand on arrive gare du Midi ou gare du Nord, c'est quand même pas très agréable. On ne peut pas dire que ce soit sécurisant. Alors c'est connu, les gares concentrent énormément de personnes, il y a beaucoup de passages, il y a des commerçants qui sont là aussi. Donc on le sait, les gares sont des lieux, malheureusement, pour le moment, qui attirent beaucoup de monde. Et donc, il faut gérer l'espace public. Et ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est très compliqué, plutôt, avec les moyens dont on dispose pour le moment. Alors, comment gérer cet espace public, Ismaël Nouino ? Votre avis, votre idée ? Je vous remercie, en fait, d'avoir abordé la question de la gestion de l'espace public et pas seulement sous le prisme de la sécurité. En fait, je pense que la sécurité, c'est un devoir régalien de l'État. C'est une des priorités de l'État, donc c'est primordial qu'on assure la sécurité des gens. Genre vraiment, je ne veux pas du tout revenir là-dessus, c'est primordial. Mais la chef de zone de la police elle-même a dit récemment, dans cette semaine, je crois, dans La Libre, que des policiers en plus ne suffiraient pas. Que c'est pas ça qu'on attend simplement. Je pense que la question, plus largement, c'est la question de l'aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on aménage ce genre de quartier, ce genre de commune, ce genre d'endroit pour que ça marche ? J'ai pris note de ce que vous disiez. On a des problèmes de précarité, les demandeurs d'asile, de surpopulation. Ça, c'est pas de la sécurité pure et dure. Ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour aménager la société telle qu'on la vit. C'est pas en mettant 50 policiers en plus dans un terrain vague que ça va fonctionner. Donc je pense que là, on n'est pas dans un terrain vague. On n'est évidemment pas dans un terrain vague, c'est certain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la seule réponse en disant, comme certains partis ont voulu le faire, pas à Bruxelles évidemment, il faut envoyer l'armée, ce sera jamais la bonne réponse. Et donc je pense que, et c'est une autre chose que vous disiez en avant, chacun se renvoie la balle. Aujourd'hui, on n'a pas de responsable, on ne sait pas qui est responsable, on ne sait pas par où il faut passer pour que ça marche. Donc je pense réponse sécuritaire très importante. Il faut que les gens qui travaillent là-bas, que les gens qui ont un commerce là-bas, ne se retrouvent pas à devoir mettre la clé sous la porte
parce qu'ils sont en insécurité. Ça, c'est priorité numéro 1. Et numéro 2, il faut réfléchir avec les gens, avec toutes les parties prenantes, à l'aménagement du territoire et l'aménagement de ces quartiers pour que ça fonctionne. Parce que c'est pas juste en les laissant comme ça et en mettant plus de flics que ça va marcher. Votre solution à vous, Laura Hidalgo? Je pense qu'il y a déjà eu une réflexion avec le quartier sur les sujets. C'est juste qu'il n'y a pas une volonté, il n'y a pas un courage politique d'aller plus loin dans le quartier nord et particulièrement mais qui là. manque de courage politique. Déjà, Emerkir, on sait très bien que tout ce qui est la problématique, bourgmestre, c'est la problématique de la prostitution. Il ne veut pas forcément en entendre au niveau du MR. Moi, j'ai déjà entendu David Westman ou même la ville de Bruxelles demander un plan lumière dans ce genre de quartier, un embellissement. C'est vrai, l'aménagement du territoire. On regarde les images dans le quartier nord, ça fait peur, on va dire. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a une discussion qu'il y a eu avec les citoyens, et là maintenant ils sont en train de se révolter parce que ça fait des mois que ça s'empire, même presque 2 ans, et ça commence à être intenable. Donc le courage, il doit être à tous les niveaux en ce moment. Il y a quand même plein de bagarres qui s'y trouvent aussi le soir, ça on ne souligne pas, des drogues aussi. Des trafics de drogue, il y a de plus en plus. Ils le disent dans le reportage. Hein, ils se plaignent à la fois des dealers, des toxicomanes, des problèmes de santé mentale aussi. Hein, mais j'aimerais dire aussi autre chose, c'est que vendredi, donc hier, en séance plénière, il y a eu une interpellation des députés à ce sujet, et le ministre-président a déclaré « Oui, on a des solutions, on est descendu. Donnez-nous limite le bénéfice du doute dans quelques semaines, 2 mois, etc. » Nous, au niveau, en tout cas, du MR, David Lester a réagi en disant qu'il allait donner le bénéfice du doute parce qu'on voit quand même que l'interpellation des citoyens a marché, mais on espère vraiment que... En fait, ça ne doit pas durer 1 mois ou 2 mois maintenant. C'est maintenant, jour à jour, on doit voir s'il y a une amélioration ou pas. C'est une question de jour. C'est une question de jour. Yves Kenguet. Comment dire ? Je trouve étonnant qu'on mette les demandeurs d'asile dans le sac des fauteurs de troubles du quartier. Alors je veux bien que ce soit pas sécurisant pour les habitants qui se disent ces gens-là sont pas connus comme nous, etc. Donc ça nous fait peur. Il faudrait quand même rappeler, je ne sais pas qui a décidé de créer un univers concentrationnaire au parc Maximilien, où effectivement on a massé ces populations de demandeurs d'asile sans leur donner un projet quelconque que de rester là sans aucun sanitaire, sans rien. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après ces gens-là aillent dans le quartier, essayent de trouver à manger, etc. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'on a vu là, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a dans le quartier nord, et ça c'est pas visible tout de suite, et j'avais écrit un article là-dessus, il y a un trafic de jeunes prostituées nigérianes de 13-14 ans qui sont importées ici et qui vivent dans des conditions épouvantables. La police est tout à fait au courant de ça et je pense qu'elle ne fait rien. Et je trouve ça vraiment scandaleux, vraiment. Parce que là, il semble qu'il y avait quand même des actions qui étaient menées, notamment à Saint-Josse. On parle quand même ici de viol organisé. C'est des activités criminelles, en fait. Et envers des mineurs, aussi, en plus. Bien sûr. Une petite réaction Oui, une réaction à ça. Et c'est effectivement, ça pointe, à mon sens, donc quand on parle de traite des êtres humains, ça pointe la responsabilité du fédéral. Le fédéral, dans les grandes villes, on a vu ici quand même à Anvers les problèmes qu'il y a eu, etc. Le fédéral sur la question de la sécurité aujourd'hui est vraiment balbutiant. Et c'est vraiment un euphémisme de dire qu'il a du mal. Je pense que le fédéral, on peut reprocher des choses à Emerkir, et sincèrement, j'ai aucun intérêt à le défendre. Mais je veux dire, aujourd'hui, le fédéral, dans ces endroits où il y a des phénomènes importants de difficulté et de grande criminalité, parce que la traite d'êtres humains, c'est pas de la petite criminalité du quartier, il faut qu'il puisse agir, avoir des plans ambitieux et qu'il puisse être là en soutien. Et on parlait aussi des demandeurs d'asile parce que c'est une matière qui me tient vraiment à cœur. Moi en tout cas j'ai jamais voulu les mettre dans le sac des fauteurs de troubles, je reprenais ce qui a été dit, mais inévitablement aujourd'hui on ne donne pas de solution à ces gens, et c'est encore le gouvernement fédéral, on ne donne pas de solution à des gens qui ont droit à un hébergement, au logement et à avoir de la nourriture, à un accueil digne en fait par le droit international. L'État a été condamné des milliers de fois pour ça, et en fait qu'est-ce qu'on fait? On ne leur donne rien. Il y a eu un plan qui est sorti, 2 jours après on voyait qu'il ne fonctionnait pas parce qu'il y en avait qui devaient déjà resquatter un bâtiment fédéral pour pouvoir y avoir droit à un logement correct. Et donc si les demandeurs d'asile ont besoin de squatter
pour enfin pouvoir voir leurs droits internationaux respectés, j'ai l'impression que là, on doit vraiment se poser des questions. Mais donc, inévitablement, malheureusement, ça participe à une forme de désordre dans les quartiers. Mais donc, en tout cas, ce n'est pas eux les fauteurs de troubles. Dans ce cas-là, les fauteurs de troubles, c'est le gouvernement fédéral. Les engagés sont dans l'opposition, mais le MR est au fédéral. Donc, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire au niveau fédéral? Mais le fédéral, on essaye de pousser, clairement. Enfin, je veux dire, par exemple, la police, on a des discours où on essaye d'amener en avant le débat de la police, d'essayer de trouver des moyens financiers, Ça fait 20 ans que vous êtes au fédéral, quand même. Oui, enfin, on ne va pas commencer avec les âges de 20 ans, etc. On est 20 ans dans l'opposition. Si tu veux, on commence comme ça, mais les générations engagées... Non, mais c'est-à-dire que... Pour le fédéral, vous n'êtes pas seul au fédéral, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est les autres qui ne veulent pas. Et je ne pense pas que on est en fait au niveau fédéral, au niveau budgétaire, et on l'a bien vu avec le conclave budgétaire, qu'on est en difficulté au niveau de notre pays, où en fait l'argent n'est pas partout, tout simplement. Ici, je pense qu'au niveau du quartier nord, c'est aussi la complexité des compétences de chacun. Et c'est vrai qu'on doit trouver un coupable, que ce soit le fédéral, le niveau communal ou les différents niveaux. Il y a aussi dans le quartier nord quelque chose que j'aimerais souligner. Il y a 3 zones de police en fait dans le quartier nord, si on commence à regarder vraiment plus large. Donc plus 3 zones, aussi, même s'ils se parlent entre eux, mais ça reste qu'il y a 3 zones. Et ça, c'est la complexité de Bruxelles qu'il faut souligner au niveau institutionnel. On passe à notre dernier sujet. On n'a pas fini de parler du métro 3. Cette semaine, contact a été pris entre le fédéral et le régional pour obtenir une rallonge budgétaire, pour combler le trou financier du métro. Et il y a des retards en plus. On sent de l'hésitation, surtout que depuis 1 mois et demi, on a découvert le problème du Palais de Midi. Rappel des faits avec ce reportage qui date déjà du 10 février. C'était Myriam Ladissi et Camille de Kecker qui l'avaient réalisé. Vu d'en haut, le Palais du Midi semble indétrônable au milieu du chantier du métro qui l'entoure. Un tunnel doit être construit juste en dessous et c'est justement là que réside tout le nœud du problème. Ce Palais du Midi est un ouvrage particulier, bâti sur un terrain particulier qui est l'ancien lit de la Seine et qui est un terrain un peu meuble. Alors, on devait développer des techniques, comme on dit, de passage en dessous, passer en dessous. Mais le plan de base est vite abandonné. Impossible pour l'entreprise en charge des travaux de garantir une stabilité suffisante. Une autre solution est alors proposée avec des piliers plus larges et plus profonds. Coût total des travaux, 170 millions d'euros et un délai de 8 ans. Pour la STIB, pas question d'accepter ces conditions. 2 possibilités. Soit vous faites ce qu'on vous demande de faire, soit on étudie une autre option, qui est l'option de démonter la toiture du Palais du Midi, de passer à travers le Palais du Midi pour y mettre des grues et d'utiliser la même technique que celle qu'on a utilisée sur les 800 mètres qui vont du Palais du Midi vers la gare du Midi. Des négociations qui stagnent et ce sont les commerçants qui en subissent les conséquences. Le quartier en compte près de 300. Ceux directement en face des travaux ont déménagé dans des préfabriqués. Ils sont 7 au total. Halal est l'un d'entre eux. Depuis 8h30 jusqu'à 13h46, on a fait 143 €. 143 €, c'est 3 fois moins que ce que gagnait ce commerçant avant le début des travaux. C'est catastrophe. Pour nous, c'est catastrophe. Depuis le début des travaux-là, vraiment, on vit un cauchemar qui n'a pas de limite. Une situation qui fait écho à celle de nombreux commerçants du quartier et qui risque de s'aggraver si les travaux se concentrent directement sur le toit du Palais du Midi. Le Palais du Midi, c'est à peu près 70 commerces. Donc il y a 7 qui ont déménagé et les autres, ils ne peuvent plus travailler. Si les travaux durent 8 ans, c'est 8 ans de labeur. Il n'y aura plus un chat qui va circuler dans le quartier. En plus des commerces, le Palais du Midi accueille également une salle de sport. C'est donc toute une vie de quartier qui risque d'être perturbée. Les entreprises en charge des travaux ont jusqu'au 8 mars pour trouver une solution. Donc il y a ici 2 sujets. Le premier d'abord, c'est le coût général, le coût total. Il y a moyen de demander au fédéral de débloquer de l'argent qui est chez Belliris, donc pour augmenter. On est déjà à 2,6 milliards de coûts. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer dans le budget bruxellois pour faire d'autres choses peut-être, ou pour supprimer certaines choses pour faire ce métro? Quel est votre avis, Ismaël? Mais donc je pense qu'il faut reprendre, donc avant de répondre à ça, je pense qu'il faut reprendre la question plus largement. Est-ce que aujourd'hui, en tant que jeune, j'ai envie de me dire que dans 20 ans, je me dirais que la région a investi pour avoir de meilleurs transports en commun? Oui. Est-ce que j'ai envie de me dire qu'on a investi sur le long terme pour ne pas continuer de stagner? Oui. Et est-ce que nos grands-parents ont dû faire des choix d'investissement sur le long terme pour qu'on ait une meilleure mobilité aujourd'hui? Oui.
Donc le métro, aujourd'hui, cette ligne 3, elle est nécessaire. Donc c'est un grand oui. Donc c'est un grand oui sur la nécessité. Oui. Évidemment, ça coûte cher. Je ne peux que regretter le fait qu'en Belgique, j'ai l'impression qu'on a la grande tradition, à chaque fois qu'on a de grands chantiers, d'augmenter les coûts, le temps. Et sincèrement, il va falloir un jour se poser la question de comment on fait pour ne pas y arriver. Mais c'est partout. Oui. Mais en Belgique, j'ai l'impression qu'on a une grande expertise là-dedans quand même. Mais aujourd'hui, je pense que vous parliez de la rallonge qu'on peut aller chercher au fédéral. On parle de Bellerive, je pense que c'est Sven Gatz qui a parlé de 450 millions. Très bien, mais donc ils viennent d'où ces 450 millions? Parce qu'il dit on peut aller chercher 450 millions à Bellerive. C'est quoi les projets que Bellerive va abandonner pour qu'on ait ces 450 millions? Parce qu'on a posé des questions, on les a pas encore, en tout cas pour l'instant. Donc je pense qu'il faut se poser cette question. L'argent magique n'existe pas. C'est pas le fédéral qui va dire bah, tenez, 450 millions, on avait ça dans une poche. Je crois qu'ils ont fait un conclave budgétaire qui était assez tendu ici. Oui, mais c'est de l'argent qui était destiné à Bellerive de toute façon. Mais par contre, pour le budget, pour revenir là-dessus, évidemment, il y a des problèmes dans le budget. Un des vrais problèmes, c'est que le gouvernement s'était engagé sous cette législature à mettre 500 millions de côté chaque année pour les grands investissements. Et ils ne l'ont pas fait pour le métro. Et donc là, c'est important. Laura, de votre côté? Pour nous, on est à 100% pour le métro. Je pense qu'on est le parti qui défend le plus le métro. Le financement, on n'a pas le choix, tout simplement, parce que la ligne 3, c'est celle qui lie le nord et le sud. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau de la STIB, on voit qu'il y a un lien entre l'est et l'ouest, mais il n'y a pas de lien entre le nord et le sud. Donc ce métro 3, il n'y a pas le choix, il doit être fait. Et il faut passer à travers le Palais du Midi? Ça, c'est la grande discussion. En fait, moi, ce qui me dérange là, c'est qu'il y a eu énormément, encore une fois, d'experts qui ont alerté sur le Palais de Midi qu'il y avait c'est pas des poteaux, mais des pilleux en bois qui étaient en dessous du Palais de Midi. Que là, il y avait de l'instabilité au niveau du Palais de Midi. Et maintenant qu'on a fait les travaux, on a dérangé, on va dire, tout le quartier de Stalingrad. Parce qu'on voit dans les images, ce sont des indépendants. Ce sont des familles entières qui sont dans ces quartiers-là, qui sont en train de souffrir de cet aménagement qu'on aurait peut-être dû anticiper. Moi, j'aurais préféré peut-être qu'on prenne 1 an, 2 ans, 5 ans de plus pour s'assurer de la stabilité du bâtiment, respecter, on va dire, les avis des experts, et après faire les aménagements possibles. Je crois qu'on avait oublié qu'il y avait le lit de la Seine en dessous, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Toute petite chose. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, peu importe la décision qu'on va prendre, je pense que la décision qu'on va prendre entre passer en dessous ou passer à travers le Palais du Midi, c'est pas... Elle ne doit pas être électorale, elle ne doit pas être politique, ça doit être de se dire qu'est-ce qui coûtera le moins cher. C'est ok, il faudra prendre en compte l'indemnisation, mais donc il faut faire une étude. Mais par contre, il faut arrêter de stagner. Il y a une étude qui est en cours. Oui, il y a une étude qui est en cours. Oui, mais donc il ne faut pas attendre encore 3 mois pour prendre la décision, parce que là, on a un chantier qui est ouvert, qui est en train de déranger tout le monde, et il faut avancer plus encore. C'est même pas déranger, ça a des conséquences financières. Yves Kenguet, pour conclure. Conclure rapidement. Oui. Simplement, je pense qu'il y a une solution, c'est de ne pas passer de ce côté-là et de faire passer le métro sur la petite ceinture, là où il y a déjà des métros qui roulent, ou en tout cas des trams, et où il existe un réseau souterrain qui va du Midi au nord. Voilà, il y a plein d'autres solutions, il y en a plein qui ont proposé même des trams à la place, donc on en reparlera dans les semaines à venir, et maintenant on passe au coup de cœur. Et on commence par un livre, Zenzen. Oui, eh bien, Bruxelles a du talent, a des talents, et pas uniquement en musique, mais aussi du côté de la littérature, puisque Salvatore Mini a sorti son 3e livre, et la petite particularité, c'est qu'il place l'intrigue à Bruxelles, et ça, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir montrer qu'il se passe des choses à Bruxelles, pas uniquement à Paris ou à New York ou aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est un thriller qui se lit assez facilement. C'est des phrases relativement courtes, des chapitres courts, pour relater en fait l'histoire d'un père qui va perdre sa fille et qui va complètement en fait perdre les pédales suite à cette perte. Très bien. Donc je comprends. Et vous vouliez parler d'une exposition. Oui, en fait, comme c'est la foire du livre, de quoi est-ce que je ne vais pas vous parler? De livres. Voilà. Donc, je voudrais attirer l'attention sur l'initiative de Christine Lefort, qui est donc la sœur de Ariane Lefort. La romancière. Romancière, donc on revient sur la foire du livre. Et qui a ouvert une petite galerie dans sa maison, ça s'appelle l'Atelier 64, et elle expose des artistes pas très connus, mais très talentueux, et il y a un vernissage ce dimanche. C'est donc au 64 rue de l'Abbaye, et vous êtes tous
les bienvenus. En tout cas, c'est facile de se souvenir du numéro et du nom de l'Anderlecht. Oui, en fait, c'est pas par hasard non plus. Non, c'est pas par hasard. Alors, vite, un élément, quelque chose à faire ce week-end, dimanche, une idée de votre côté, Laura? Moi, je vais aller visiter un pop-up store d'un indépendant, Carolo, justement, oui. Qui s'appelle Tarquin et qui, en fait, crée son propre chocolat. Et donc, c'est Ham-sur-Urnaline. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent aller... C'est pas à Bruxelles, mais il faut aller plus loin. Et vous, Ismaël? Et moi, du coup, ce sera quelque chose à Bruxelles. Ce sera, donc, au-delà de la Foire du Livre à laquelle je vais aller, c'est surtout samedi soir, en fait, un peu tout ce mois-ci, mais donc je suis invité à un Vtoor, donc une rupture du jeûne à Anderlecht. Et c'est toujours des super moments pour partager. Donc ça, c'est des trucs à découvrir, même si on n'est pas musulman. Je crois que c'est super intéressant. C'est toujours bien pour découvrir de la bonne cuisine et une belle culture. Merci à tous, invités experts. Et nous, on se retrouve samedi prochain.